Sur les rives de l'Amazone, le canon d'un fusil peut ou tuer ou émettre un signal de bienvenue. Disséminés sur la dernière terra incognita de notre planète, les Indiens ont vu pénétrer plus d'un intrus, mais bien peu étaient animés d'intentions aussi pures que celles de l'équipe de la Calypso. D'autres leur ont apporté au cours des siècles l'esclavage, la maladie, la mort. Jean-Michel Cousteau et son père n'ont d'autre objectif que d'explorer l'immense domaine naturel qui est devenu un champ de bataille entre hier et demain. Ici, des tribus pêchent encore selon des méthodes traditionnelles. Des guérisseurs n'hésitent pas à utiliser de la fumée de cigarette pour soigner des bébés. Et des peuples qui furent cannibales dansent, non pour plaire aux dieux, mais aux touristes. Comme des jaguars, les Indiens Matis étaient autrefois des ombres traquant leurs proies. Aujourd'hui, les proies, ce sont eux. Toujours des ombres qui tentent d'échapper à un autre monde qui se referme sur eux. Jadis seuls occupants du bassin amazonien des Andes à l'Atlantique, les Indiens sont aujourd'hui presque introuvables. Massacrés ou réduits en esclavage, décimés par des maladies apportées par les Blancs au cours des 5 siècles qui ont suivi la conquête espagnole, les survivants ont tenté de se cacher. Dans les Andes, à Machu Picchu, les Incas ont construit, en assemblant des blocs de granit sans mortier, un vertigineux sanctuaire, ourlé de cultures en terrasse, qui ne fut découvert qu'au début de ce siècle. Aujourd'hui, Jean-Michel Cousteau et ses compagnons, Richard Murphy et Dominique Sumian, n'y rencontrent que silence. À 3000 km plus à l'est, au cœur du Brésil, l'hélicoptère de la Calypso survole d'autres zones de silence. Perdus dans les 6 millions de kilomètres carrés de la forêt amazonienne, d'obscurs vestiges content l'épopée d'une tribu dont la vie et la mort n'ont pas laissé d'autres témoignages. Conduite par Albert Falco, une équipe inspecte une grotte et ses pierres ornées. Comment il a découvert toutes ces peintures ? Jusqu'ici, les bordes de pierre et les pétroglyphes n'ont rien révélé des cultures d'autres êtres humains perdus dans le temps. Il ne reste que des signaux impossibles à décoder, un message dénué de sens. Parmi les lamas qui broutent sur la pente orientale des Andes, un guide conduit Jean-Michel vers une grotte découverte 2 ans auparavant. L'étude des objets façonnés et des structures géologiques montre que pendant plus de 5 millénaires, cette caverne a servi de sépulture, d'habitation ou de lieu de culte au cours de civilisations successives. This is petroglyph. It's a fox. This is a fox. Yeah, this is a fox. Here, this is obsidian. This is a glass, volcanic glass. Do you think this is what they used to hunt the foxes that we saw earlier? Le guide montre une petite obsidienne trouvée non loin de la caverne. That's interesting. Could you tell me what we see over there? Et sur une autre paroi, il désigne des silhouettes gravées. This is the toucan. This is live in Amazony. And it is the proof the people, the altiplano, have connection con Amazony. Le toucan, retracé par le guide, appartient lui aussi sans aucun doute à une époque très ancienne. Il se rencontre rarement aujourd'hui dans cette région du Pérou.
Mais comme le savent les touristes débarqués d'Iquitos, quelques Indiens ont survécu. Le rôle qu'ils jouent désormais est moins noble que celui qui leur était tout d'abord assigné. Le guide récite « Il appartient à un peuple indigène, les Boras, qui peuplaient les Caraïbes. Il y a très longtemps, ses ancêtres sont venus ici, dans la jungle. De cannibales qu'ils étaient, ils sont devenus agriculteurs. Ils ne mangent plus la chair humaine. Vous pouvez danser avec eux sans crainte, si le cœur vous en dit. » Comme des acteurs de cirque qui exécutent leur numéro, les Boras font une démonstration de coutumes tribales, visiblement sans grand enthousiasme. Pourtant, docilement, ils se donnent la main pour la danse finale sur la place du village, afin que les touristes puissent raconter plus tard à leurs amis qu'ils ont dansé avec des cannibales. La danse débouche sur une séance de troc nettement plus intéressée. Ici, les objets typiques fabriqués par les Indiens pour les touristes s'échangent contre de triviales curiosités venues du monde prétendu civilisé. A lipstick and a peanut butter. For this lipstick, I want a blow one. Tell her you want that for the this? Yeah. I know, that's for something else. Where are you, hon? One more blowgun for you. Another blowgun. Do you have enough blowguns? I need one for my son-in-law. One more for the son-in-law. Tandis que ces autres partent avec leurs trophées et leurs histoires de cannibales repentis, le chef range sa couronne de plumes dans l'attente du prochain groupe de touristes. Au sud de la frontière du Venezuela, Jean-Michel survole une étendue de forêt tropicale encore épargnée par la civilisation. Elle fait encore partie de ces laboratoires naturels qui se raréfient. Au sein de cette vaste matrice, des myriades de formes de vie nouvelles sont essayées par la nature. La forêt tropicale pourrait bien être, comme le pensent les savants, le dernier recours de l'humanité. Tandis que le pilote Jim Standard amorce sa descente vers une plage de sable, des capybaras, effarés, se ruent vers l'eau pour y trouver refuge. Tout près de là, les éclaireurs de l'équipe sont déjà en train d'installer le camp d'où sera explorée la région inviolée qui borde la rivière Padawari. Notre guide Tatunka Nara, fils d'un chef indien et d'une Allemande, dirige la construction d'un abri de feuilles pour l'équipe d'exploration. Jean-Michel se souvient. Nous avions pénétré un Éden sauvage, un monde encore en gestation. Autour de nous, c'est un spectacle sans fin d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux. Toujours à l'écoute de tout, notre ingénieur du son, Yves Zlotnica, tente d'enregistrer les multiples avertissements et appels dont retentit la forêt. Une famille de capybaras, les plus gros rongeurs de la Terre, nous scrute avec méfiance comme si nous étions une espèce inconnue. Nous explorons une rivière ombragée aux eaux pauvres en algues et en zooplancton. Les poissons, dépendant pour leur nourriture des berges du fleuve, cisaillent d'un coup de dents secs les feuilles des rameaux les plus bas. À notre grande surprise, nous observons une loutre géante d'une espèce en voie de disparition. Bien qu'elle ait la réputation d'être agressive, la loutre sauvage s'avère aussi joueuse que Katcha à bord de la Calypso. Après une partie de cache-cache sous-marin, elle disparaît. J'observe quelques instants un poisson-couteau bizarrement camouflé.
Je poursuis un jacaré de petite taille, de la famille des crocodiles, qui s'éclipse lui aussi. Sous la voûte de la forêt, un singe et un macao bleu, ce sont deux des nombreuses sentinelles qui guettent l'arrivée des intrus dans leur domaine d'ombre. Cependant, tandis qu'en compagnie de Tatunka et de Dominique, j'explore la forêt qui s'étend au-delà de la rivière, nous rencontrons un autre gardien de la forêt, qui semble avoir du mal à garder les yeux ouverts. C'est un paresseux. Un animal léthargique dont la seule vue donne envie de dormir. Tatunka connaît un remède contre la soif. Avec sa machette, il tranche un tronçon de cipo de agua. Cette liane qui absorbe l'humidité du sol, la filtre et l'emmagasine est gorgée d'eau fraîche. Elle peut, dans certains cas, conditionner la survie. C'est bon. On voit le Mais voici un présage menaçant. Cette brindille coupée indique la présence des Yanomamo, indiens belliqueux depuis longtemps en guerre contre les envahisseurs, qui ont regagné ici même leur territoire de chasse. Non loin de là, nous trouvons les restes d'un campement abandonné. Et nous y découvrons une autre petite branche coupée d'hier. Le silence soudain devient hostile. Le clair-obscur de la forêt se peuple de fantômes. Tatunka nous presse de quitter les lieux sur le champ. Il nous raconte que 5 intrus ont été tués dans une embuscade peu de temps auparavant, sans préavis d'aucune sorte. Dans l'impossibilité de nous expliquer avec les Indiens, nous n'avons pas le choix. Notre mission a beau être pacifique, nous avons dérangé le gibier dont ils dépendent. Revenu au camp, je prends ma décision. J'explique à mes camarades que des indices attestent la présence de nombreux Indiens par ici ces jours derniers. Et comme nous n'avons pas pu les contacter pour leur expliquer que notre seul but était d'étudier la vie animale, il est à craindre que l'importance de notre équipement et le bruit que nous faisons ne les ait plongés dans une vive inquiétude. Tatunka pense que nous courons un danger certain. Nous quitterons les lieux dans les 24 heures. Plus au sud, à bord de Papagayo, l'hydravion de la Calypso, une autre équipe suit le cours d'une rivière à la recherche des Matis, tribu encore isolée qui vit non loin de la frontière péruvienne. Ayant enfin aperçu quelques huttes dans une clairière, Raymond Coll, le chef de l'équipe, communique par radio sa position au commandant Cousteau à bord de la Calypso. Renseignement vital en cas de malheur dans cette immense forêt. À l'écoute aux heures conventionnelles. Terminé pour nous. Bonne chance à Papagayo. Tandis qu'il se rapproche du village, Raymond Coll, plongeur et explorateur expérimenté, appréhende l'accueil qui leur sera fait. Mais à peine est-il descendu de son canot qu'il se rassure. Entouré de nuées de papillons, les enfants courent vers eux. Un peu en retrait, dans un curieux accoutrement, les villageois les attendent. Magnifiquement doué pour la plongée, Coll a moins d'assurance sur la terre ferme et surtout moins d'équilibre.
peu étonnés par sa gaucherie, les porteurs traversent le pont de Rondin avec désinvolture. Comme pour faire étalage de ses talents, un jeune villageois fabrique une fléchette de sarbacane. Il entaille la fragile baguette avec une dent de piranha afin que l'extrémité empoisonnée se brise dans la cible. Puis il enveloppe la tige avec du coton pour que monte la pression lorsque le tireur soufflera. Plus la sarbacane est longue, plus elle est précise. À plus de 50 mètres, une sarbacane de 4 mètres est une arme mortelle. Elle est efficace contre un tapir de 200 kilos. Mais voici Raymond Coll qui rentre avec un groupe de chasseurs transportant une carcasse qui suffira à nourrir tout le village. Chez les Matisse, tout est partagé. Rien ne se perd. Après avoir distribué son butin aux familles de son village, il arrive que le chasseur lui-même se retrouve les mains vides. Comme le tapir, les singes et d'autres gibiers, les poissons sont à la base d'une alimentation abondante et variée. Parfaitement à l'aise dans le monde où ils sont nés, les Matisse ont imprimé leurs marques sur les objets les plus courants de la vie quotidienne. Ils ont inventé ou appris à façonner de fines poteries. Eux aussi, ils subliment dans leurs œuvres d'art leur espoir et leur crainte. Ils camouflent même leur visage en masque de bêtes sauvages. Et pourtant, les Matisse vivent une grave période de crise. Grâce à l'entremise d'un fonctionnaire de la Funai, Raymond Coll apprend que la plupart des hommes de la tribu sont partis combattre une tribu voisine. Leur chef est le doyen de la tribu. C'est une femme. Au cœur de cette forêt dont les habitants tiraient jadis leur subsistance au jour le jour, la tribu subit un irréversible déclin. Autrefois nombreux, les Matisse sont aujourd'hui à peine 200. Les hommes meurent à la guerre, dit le chef, mais ce n'est pas tout. Notre tribu a été frappée par des maladies dont elle n'avait jamais souffert auparavant. Des infections pulmonaires contre lesquelles les Matisse n'ont aucune défense naturelle, aucune immunité. Autrefois, il suffisait de se peindre sur le visage des motifs rituels, de se piquer du bois ou de l'os dans la joue, le menton et les narines pour que la magie vous protège. Aujourd'hui, la magie ne suffit plus. Le peuple des Matisse meurt. C'est pour les aider que les représentants de la Funai sont ici. Incapables de venir en aide à de petites unités tribales disséminées dans la forêt, les hommes de la Funai ont demandé aux Matisse de se rassembler en un seul village, où ils vont essayer de combattre le mal qui tue leur peuple. Aujourd'hui, les auxiliaires médicaux de la Funai distribuent à tout le monde, adultes et enfants, des comprimés d'antibiotiques qui leur permettront de surmonter la maladie. Les villageois voient une nouvelle forme de magie dans ces petites choses rondes qu'on avale avec une gorgée d'eau, en observant une sorte de rituel. L'étranger a introduit le mal. Aujourd'hui, il apporte le remède. C'est un jeu singulier. Le traitement semble réussir aux Matisse, mais par prudence, ils plantent encore des os dans leurs joues et s'efforcent de ressembler aux jaguars, qui ne sont guère sujets aux maladies pulmonaires. Lorsqu'arrive la pluie, la vie dans la forêt semble suspendre son rythme.
Quelquefois, des Indiens deviennent les parias de leur propre peuple. Nous voici sur le fleuve Manu, à l'est de Cusco, au Pérou. Le photographe de l'équipe, Ayrton Camargo, cherche à rendre visite à 3 femmes signalées là 5 ans auparavant. Des nomades vivant nus, ne connaissant ni l'arc ni le feu, se nourrissant de tortues crues et parlant une langue que nul n'a pu identifier. Tandis qu'il rejoint ces femmes, revenues ici depuis peu, il les trouve bien changées. Sans doute quelques gardes forestiers leur ont-ils donné des vêtements, des arcs et des flèches et leur ont-ils appris à allumer un feu. Elles semblent cependant rester étrangères à toute communication. Elles sont peut-être, comme le pensent certains, les seules survivantes d'une tribu complètement anéantie. En témoignage d'amitié, Camargo leur offre une couverture. Il essaie de leur en expliquer l'utilité, une protection contre le froid. Mais les femmes sont incapables de répondre. Elles tentent simplement de l'imiter. Quando tiene calor. Calor. Quente. Calor. Isto? Frio. Frio à noite? Sim? Toma. Toma isto para a cerveja. Sim. Não? Ayrton. Ayrton. Filme. Ela. Vivant à l'écart du monde, ces femmes ont oublié le code qui leur permettrait de s'exprimer avec des mots ou des gestes. Leur comportement est incohérent. Telle manifestation de joie se transforme en geste de refus. Fala. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Pour impressionner leurs visiteurs, elles tentent de faire étalage de leur savoir tout neuf. L'une attise des flammes d'un feu qui couve. L'autre tire une flèche sur un singe et le manque. Au bruit de l'hydravion qui s'approche, elles redeviennent des êtres à part, surgis d'un passé primordial, exclus des schémas ordinaires de la communication humaine. Ce sont peut-être sur la Terre les 3 dernières de leur espèce, prisonnières l'une de l'autre, véritables naufragés du temps. Elle s'agrippe maintenant au bras de l'ingénieur du son, murmure des incantations. Avião. Avião. En proie à la terreur, elle tente de conjurer la vision qui s'approche, de gommer l'incompréhensible, de se réfugier par-delà les siècles dans l'univers plus familier enfoui dans leur mémoire. Mais la vision ne se dissipe pas. Elle approche. La voici.
Depuis l'arrivée des premiers Indiens, l'Amazone et ses 16 000 affluents ont servi de route aux pirogues et aux radeaux. Sur le fleuve Xingu, à bord de son jacaré amphibie, Raymond Coll est en vue du village de la tribu des Xucamay, dans le sud-est du Brésil. Sur la berge se tient une assemblée silencieuse. Ainsi, les femmes et les enfants nus sont un spectacle courant dans les endroits les plus retirés de la forêt tropicale. Les guerriers armés de carabines et de fusils de chasse forment un impressionnant comité d'accueil, ce qui provoque un moment de tension et d'incertitude. Chez les Xucamay, la silencieuse sarbacane, l'arc et la flèche sont les armes favorites des chasseurs. Mais contre les intrus qui pénètrent chez eux sans y être invités, ils estiment que le fusil est plus approprié. Aisément identifiable, le chef est celui qui a la plus grosse bouche. Il n'a pas l'air content. Mais si l'hostilité est évidente, la curiosité l'emporte quand il constate que la nymphe Calypso est nue, elle aussi. Il se précipite alors sur Jacaré comme des autostoppeurs pour retourner jusqu'au village. Là, pour manifester leur volonté de paix et d'amitié, Raymond Coll et le chef Xucamay échangent leur coiffure. Un bonnet rouge de Cousteau contre une couronne de plumes. Ses lèvres hypertrophiées le gênent pour parler, manger ou siffler. Mais le chef prend part à la danse de la tortue, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. D'anciens canaux d'irrigation et des tessons de poterie suggèrent la présence d'Indiens dans la région depuis 10 000 ans. Mais en moins de 2 générations, l'identité culturelle de la tribu s'est dégradée plus gravement qu'au cours des 100 siècles précédents. Aujourd'hui, les Indiens apprennent à vivre comme les colons et les mestizos. Les guerriers sont devenus fermiers. Au volant de leurs tracteurs, beaucoup ont échangé leur coiffure et leur habit traditionnel contre une salopette, leur sarbacane contre une houe. Ils ne vivent plus d'une chasse à la suivante, mais de récolte en récolte. Dans des champs gagnés sur la forêt, les Indiens arrachent les mauvaises herbes et creusent des trous pour planter leur maïs, leurs haricots patacatu, ainsi que d'autres espèces vivrières. Et l'ouvrier agricole qui fume la cigarette porte encore un stylo bille en guise d'ornement dans son oreille percée. Quant à l'homme au t-shirt, il connaît encore le murmure des anciens mythes. S'il est facile de recouvrir les semences au moyen d'une houe, il est beaucoup plus difficile d'enterrer l'identité culturelle de ces hommes. À l'ouest du continent, dans le sud du Pérou, Jean-Michel se ferait lui aussi une voie dans un dédale de rivière pour tenter de rejoindre une autre tribu en peine. Sur le Pirarucu, le grand canot en caoutchouc de l'équipe Cousteau, Jean-Michel descend le fleuve à la recherche des Ashaninka, l'une des tribus Machikanga, prise elle aussi dans l'étau de 2 mondes, la tradition et la modernité. Selon une coutume immémoriale chez les tribus amazoniennes, et d'ailleurs aussi très répandue dans de nombreuses régions du monde depuis les époques les plus reculées, les Ashaninkas empoisonnent les rivières pour capturer le poisson. Ils écrasent des racines de barbasco pour en exprimer un jus laiteux toxique qu'ils répandent dans les eaux pour endormir les poissons. Filmés par Jean-Michel et Dominique Sumian, les poissons drogués montent à la surface. Ils sont harponnés ou transpercés d'une flèche d'arc par les villageois qui s'affairent dans l'eau ou sur les berges.
Les poissons les plus petits sont achevés rapidement d'une morsure au cou. Le poison qui les a intoxiqués ne représente pas de danger pour l'homme. Ils sont parfaitement comestibles. Près du barrage temporaire que les Indiens ont édifié avec des rondins, des feuilles et des pierres, Jean-Michel filme la récolte des poissons. Ils sont nombreux. Tandis que des femmes vident les poissons, d'autres profitent de la baisse temporaire du niveau des eaux de l'autre côté du barrage. Elles cherchent sous les pierres qui affleurent de grosses larves aquatiques dont la chair, d'ailleurs riche en protéines, est tenue pour un véritable délice par les Indiens. Mais les Indiens ne pratiquent la pêche au barbasco que rarement, de crainte d'épuiser une ressource vitale. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamientos, palabras, obra y omisión. Farouche défenseur des droits des Indiens, le père Gagnon a destitué les antiques divinités tribales. Il a enseigné à la tribu à servir un nouveau Dieu chrétien, à se vêtir, à chanter de nouveaux hymnes. Le père Gagnon présente ses invités au chef. Il explique les craintes des Indiens. Car ces derniers ne perdent pas seulement leur Dieu, on les dépouille aussi de leurs terres. Retournez-vous, ne regardez pas la maison ni les gens, dit le père Gagnon. Il peut paraître courroucé, mais c'est un souhait de bienvenue. He may act a bit angry, but that is just, I mean, they really don't make the way of greeting. It's coming. And he'll be curious why... Avira? Agapihat. Amigos, bien a conocer para tu casa. Kametsa. Kamesta. Kametsa. Mega, no piano. Pizzara. Pourquoi fouille-t-il dans votre sac demande Jean-Michel. C'est une marque de confiance, dit Gagnon. Il est libre de constater que je n'ai rien qui puisse leur faire du mal. Lui tient à me faire comprendre qu'il a le droit d'examiner tout ce que je possède, que je suis chez lui. Il s'éloigne, dit Jean-Michel. Les autres vont arriver. Il ne vous a pas invité? Non, il doit d'abord s'entretenir avec son peuple. Il me connaît bien pourtant, mais c'est la coutume. Même si j'avais été son propre père, cela n'aurait rien changé. N'est-ce pas parce que nous sommes venus avec vous? Non, ce serait pareil si j'étais seul. Comme ils ne savent pas qui vous êtes, ils me demandent, sont-ils venus ici pour nous prendre nos terres? Et je leur répondrai que non, que vous êtes venus en amis et que vous ne leur ferez aucun mal. Est-ce que tous vont fouiller dans votre sac demande Jean-Michel. Tous les hommes, oui. Près de là, on prépare une provision de masato, la boisson alcoolisée des Indiens. On commence par faire bouillir des tubercules de manioc avec des patates douces. La pâte ainsi obtenue est ensuite mâchée par les femmes et les enfants, puis crachée dans une auge. La salive en accélère la fermentation qui se poursuit dans une grosse calebasse. Très fatigué, même un verre de bière, des fois, ça fait comme du vinaigrette. J'ai jamais eu ça avec la boisson qui vient. À l'occasion de leur première rencontre officielle avec le chef, Dominique Sumian et Jean-Michel se voient, selon l'usage, attribuer l'honneur de goûter à cette concoction. Le bol passe de main en main et de bouche en bouche jusqu'à ce qu'il soit vide. Il est aussitôt rempli et la tournée continue. Oui, moi je bois. Maintenant, vous boivez, oui. Entre-temps, le père Gagnon évoque les problèmes que rencontrent les Achaninkas avec les colons. Mon père, dit Jean-Michel, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il craignait que nous soyons venus ici pour leur voler leurs terres. En effet, il voulait savoir quel genre de travail vous faisiez ici parce que ces gens ont été terriblement floués.
Au cours des 2 dernières années, plus de 5000 colons sont venus ici et les ont spoliés non seulement de leurs terres, mais aussi d'une partie de leurs biens. Ils leur ont confisqué leurs récoltes. Ils ont tout accaparé. Ont-ils des titres de propriété ? Demande Jean-Michel. Non, mais ils sont sur le point de les obtenir. La loi est très favorable aux indigènes. Mais personne n'applique la loi. Théoriquement, le gouvernement protège les indigènes, mais en fait, il encourage chaque jour l'invasion des colons parce qu'il veut développer cette région. On ajourne l'application de la loi pour favoriser les colons. Or, les indigènes ont besoin, pour survivre, de milliers d'hectares. Mais absolument rien n'est fait en ce sens. Les colons débarquent et leur confisquent leurs terres, purement et simplement. Ils n'ont aucun recours et c'est grave, très grave. Ils ne feront pas long feu si aucune mesure n'est prise. Je veux dire qu'ils disparaîtront, tout simplement. Pour Koukouche, le chef des Jivaros à Chouaras, le futur n'est pas porteur de promesses, mais de menaces. Il est le chef d'une tribu d'anciens réducteurs de tête qui vit aux confins du Pérou et de l'Équateur. Il sait que le temps du changement est venu. Et il plante maintenant des arbres pour que les enfants de son plus jeune fils aient un jour du bois pour construire leur pirogue. Jadis protégé par la jungle, son peuple est aujourd'hui assiégé par des forces extérieures qui considèrent la Sarbacane comme une curiosité touristique. Les Jivaros deviennent très vite des étrangers au monde qui leur était échu en partage. Autrefois, les Jivaros, comme d'autres tribus, faisaient confiance aux remèdes de la forêt. Aujourd'hui, ils dépendent de plus en plus des médicaments des hommes blancs. Frappé par une infection aux yeux et à la jambe, le petit-fils de Koukouche reçoit les premiers soins des mains de l'équipe Cousteau. Plus tard, accompagné de sa mère très inquiète, il s'envolera sur Papagayo vers Iquitos pour y subir un traitement plus intensif et guérir. Mais les enfants frappés par les maladies des Blancs ont souvent moins de chance. Des affections comme les oreillons ou la grippe sont souvent mortelles pour les Indiens qui n'ont pas encore développé les défenses immunitaires que les Blancs ont acquises depuis longtemps. Se méfiant des remèdes des étrangers, les parents terrorisés retournent parfois à d'anciennes panacées. Ils se rendent chez le guérisseur Mestizo, un charlatan qui exerce sa magie douteuse non loin de là, au bord du fleuve. Sous l'œil attentif de Dominique Sumian et du père du bébé, le guérisseur rend rapidement son diagnostic et applique son remède. Chassant les esprits malfaisants avec de la fumée de cigarette, il rappelle aux parents que quelques jours plus tôt, des villageois travaillant avec l'équipe Cousteau ont abattu de grands arbres sacrés qui servaient de totem. Le châtiment, dit le guérisseur, c'est que le bébé est en train de mourir. Malgré quelques moments de rémission apparente, le bébé meurt effectivement quelques jours plus tard. Des murmures menaçants se font entendre alors dans le village. Mais Koukouche, généralement attentif à l'avis des chamans, fait taire immédiatement tout désir de vengeance. Les villageois vendent des pots de pécari ou des poulets aux marchands du fleuve qui leur rend régulièrement visite. Mais Koukouche a le sentiment que, dans toutes leurs transactions avec le monde extérieur, les Jivaros sont perdants. Il constate qu'une sorte de mathématique implacable joue à chaque fois en faveur du gouvernement, des colons ou des rusés mestizos. Guarda la carta fácil.
Ayant payé aux Indiens une infime fraction du prix qu'il en retirera à Iquitos, le trafiquant entrepose sa marchandise dans son bateau. Et il attend. Il sait que les villageois reviendront bientôt le voir avec le maigre produit de leur vente. Très vite, il récupérera l'argent investi en échange d'une étoffe, d'une bougie, d'un morceau de sucre, cédés, eux, à des prix fortement gonflés. De retour d'un voyage en aval de la rivière, Walter, le fils aîné de Koukouche, rapporte la nouvelle d'une altercation inquiétante qu'il a eue avec les soldats d'un poste avancé. Au cours de ce vif échange de propos avec Walter, qui un jour, succédant à son père, deviendra chef de la tribu, les soldats ont menacé de venir couper les cheveux de Koukouche afin d'appliquer le règlement. L'anthropologiste Luis Uriarte, qui a étudié la culture des Jivaros à Chuaras, explique à Jean-Michel ce qui fait la gravité d'un tel affront. Ils veulent lui couper les cheveux, demande Jean-Michel au docteur Uriarte. En fait, répond Uriarte, le problème est le suivant. Ils veulent aller eux-mêmes vendre leurs poules au marché parce qu'ils en ont assez de se faire exploiter. Or, un nouveau poste militaire vient d'être établi en aval de la rivière. Aussi, lorsqu'ils essaient de passer, ils se font arrêter et rien ne va plus pour eux. Comme les Achuaras n'ont aucun papier d'identité, on ne les traite pas comme des êtres humains. Et Walter a dû passer un très mauvais quart d'heure. Qui plus est, on l'a menacé de lui couper les cheveux. Chobong. C'est la pire des insultes. Pour un Achuara, la coupe des cheveux est l'équivalent d'une castration. Aussi, je comprends leur émotion. Koukouche dit, je suis un Achuara. Mes parents et mes grands-parents l'ont été avant moi. Donc, s'il vient ici pour me couper les cheveux, je sens que je vais l'abattre, ce type. Pour lui couper les cheveux. Mais un plein bateau de soldats ne pourrait mettre à exécution la menace, se souvenant de la férocité légendaire des Jivaros que les conquistadores n'ont jamais réussi à vaincre. Les militaires vont leur chemin en silence. Les enfants Jivaros sont obligés de chanter l'hymne national d'un pays qui ne les reconnaît pas comme des citoyens à part entière et qui ne leur fournit pas les papiers d'identité qu'il accorde à tous les autres citoyens. Ils doivent faire allégeance au drapeau d'une nation qui nie leur existence de multiples façons. Déjà privés de leur titre de citoyenneté, les Jivaros se sont vus dénier tout titre de propriété sur les terres qu'ils occupent depuis les temps les plus reculés. Selon Koukouche, si les choses traînent ainsi, c'est à cause des gisements de pétrole découverts sur leur territoire de chasse. Les autorités craignent que les revendications tribales ne compromettent l'exploitation et les profits des entreprises. À l'heure actuelle, l'oléoduc qui traverse les Andes achemine l'équivalent de 100 000 barils de pétrole par jour vers les cuves de la côte pacifique. Une fois de plus, dit le chef à Jean-Michel, les Indiens ne gagnent rien à cette exploitation, bien au contraire. L'odeur du pétrole et les vols fréquents des hélicoptères de la société de forage ont fait fuir la plus grande partie des animaux dont vivait la tribu. Capitale du Pérou, Lima a été témoin de l'arrivée de nombreux chefs d'État. Mais rares sont ceux qui ont fait autant de chemin que le passager qui descend de l'avion à l'issue du premier vol de sa vie. Jean-Michel a organisé pour Koukouche une entrevue de chef à chef avec le président du Pérou afin que le Jivaro puisse exposer les problèmes de sa tribu.
Pour Koukouche, c'est un voyage dans un autre univers. Pour la première fois de sa vie, il entend la clameur d'une grande ville, monte dans une automobile, traverse des rues pavées. Pour la première fois, il va découvrir l'escalier et l'ascenseur, le ventilateur qui tourne sans l'aide du vent. Il va entendre dans des haut-parleurs des voix d'hommes qui sont ailleurs. Au palais présidentiel, Koukouche va cependant trouver une oreille amie. Fernando Belaúnde Terry lui-même, naguère proscrit du Pérou, n'est pas insensible aux problèmes des exilés politiques. Mais aujourd'hui, lui-même au centre d'intérêts multiples et contradictoires, il connaît les limites du pouvoir politique, tandis qu'il accueille son hôte aux pieds nus. Nous reconnaissons, dit le président Belaúnde, les droits des populations indigènes. Récemment, je me suis rendu à Rioja pour m'entretenir personnellement avec les caciques. Ils ont été très satisfaits, non seulement parce qu'ils ont obtenu la reconnaissance de leurs droits, mais aussi parce qu'ils bénéficient de l'enseignement public. De là, je me suis rendu à Puerto Bermúdez, auprès des Indiens Campas, et nous leur avons remis quelques centaines de titres de propriété. C'est au tour de Koukouche de parler. Il dit au président que son peuple sait qu'il doit changer, mais ils veulent néanmoins conserver nombre de leurs traditions. Leur terre est belle. Leurs ancêtres y ont toujours vécu. Le gouvernement n'a pas le droit d'envoyer des colons détruire la forêt. Cette terre appartient aux Indiens. Des conflits, répond le président, surgissent inévitablement à l'arrivée de nouveaux venus. Mais ces derniers apportent toujours quelque chose. Intégrés à la vie moderne, les Indiens ont accès à l'éducation et peuvent mieux vendre leurs produits. Isolation is not a good thing permanently. My experience in trips in the jungle were that on parle beaucoup dans le monde civilisé, dit Koukouche, mais on n'obtient que peu de réponses. Les mots passent comme des oiseaux et ne laissent que du vide. Seul l'oléoduc est une réalité. Et il ne véhicule pas seulement du pétrole, mais aussi le sang de mon peuple. Chaque religion a ses lieux saints. Pour les Indiens du bassin supérieur de l'Amazone, les sommets des Andes sont des sanctuaires. Dans une vallée élevée proche de Cusco, plus de 10 000 Indiens, appartenant à quelques 100 tribus éparpillées, viennent effectuer tous les printemps un pèlerinage d'espoir, le grand jubilé du Collio Riti. Bien que marqué de symbolique chrétienne, il était chargé de superstitions déjà très anciennes quand naquit le Christ. La crainte du chaos né du changement, la peur du jour où le soleil vaincra la lune. Ici, au voisinage des cimes, des familles dissimulent des messages entre les rochers, des lettres pour ceux qui viendront plus tard. Ici, des couples arrangent les pierres qui représentent les maisons et les animaux qu'ils souhaiteraient posséder. Ici, ils adressent leurs prières aux dieux qui voudront bien leur répondre, car ils ont appris que les dieux eux-mêmes peuvent changer. Mais seuls les ukukus, les ours, peuvent se hisser sur le glacier pour briser et recueillir la glace sacrée. Créatures mythiques capables de survivre aux conditions les plus extrêmes, les ukukus sont devenus de puissants tutélaires. Ce sont eux qui plantent le crucifix dans la glace et qui sont rituellement fouettés pour expier les péchés commis dans leur village. Purifiés par la flagellation, ils apportent la glace à leur peuple impatient. Dans ce rite, Jean-Michel trouve des sujets de crainte et d'espoir. Jadis maître de la forêt, l'Indien est aujourd'hui une victime, banni de son univers par des forces qu'il ne peut guère comprendre. Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, prisonniers de nos fantasmes de puissance? N'ignorons-nous pas, au péril de nos vies, la désagrégation rapide des vastes communautés naturelles dont nous dépendons? Le présent, dit-on souvent, est le miroir du futur. L'angoisse des Indiens préfigure peut-être la nôtre.
Mais cette foule joyeuse qui envahit les rues de Cusco incarne aussi une antique promesse de renouveau. Le partage de la glace, c'est la communion d'une grande famille où nul être humain n'est considéré comme étranger. C'est la réaffirmation que chaque individu est un élément d'un tout inséparable. Car comme le savent les Indiens, la glace est plus qu'un symbole d'unité du monde. Elle est la vie. De tout temps, l'homme a réalisé de grandes choses pour de nobles causes. Mais rares sont celles qui lui ont fait déployer autant d'énergie que l'or. Pour une pépite, l'homme a bravé les éléments, rasé des montagnes, parcouru le globe. De l'or, il a fait un instrument de mesure de la richesse et du succès. Avec ce métal, il a créé des ornements pour flatter sa propre vanité. À cause de lui, des hordes de fermiers, de commerçants ou de damnés de la terre se sont précipités à travers le continent américain jusqu'à la Californie, jusqu'aux neiges de l'Alaska. Aujourd'hui, dans le vaste bassin brésilien de l'Amazone, la ruée vers l'or a de nouveaux points de mire. Porto Velho, Itaituba, Sierra Pelada. Les chercheurs d'or semblent toujours craindre que la mort ne leur dérobe leur or, de ne pouvoir l'emporter avec eux. Comme le suggère cette main de momie armée d'une masse en or, il y aura toujours des partants pour cette course vaine et folle. Sur l'Amazone, la Calypso suit le chemin des premiers aventuriers. Ceux-ci rêvaient de l'Eldorado, mais peu d'entre eux se doutaient que le fleuve recélait vraiment des trésors, qu'il cachait des fortunes dans ses sables. Dans une chambre forte appartenant au gouvernement, on montre à Jean-Michel Cousteau une pépite extraite d'une des nouvelles mines de l'Amazone qui font désormais du Brésil le 3e pays producteur d'or dans le monde. Considérées comme des dons du soleil, de telles pépites furent transformées en trésors éblouissants par les artisans indiens plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Dès cette époque, les Indiens avaient appris à recueillir l'or en tamisant les sables de la rivière, à le fondre pour en faire des ornements, à consacrer leur souverain en couvrant leurs habits d'une poussière de métal précieux. L'Eldorado de la légende. Mais l'or allait devenir pour les Indiens une richesse maudite, la principale cause de leur disparition. Fascinés par les bijoux et les objets précieux de civilisations insoupçonnées, les conquistadores et plus tard les colons européens capturèrent, torturèrent ou massacrèrent systématiquement les Indiens pour les forcer à révéler où ils avaient bien pu cacher leur or. Réduits en esclavage, les survivants durent, au bénéfice de leurs vainqueurs, extraire l'or de puits qu'ils avaient eux-mêmes creusés. Aujourd'hui, des hommes escaladent encore des puits similaires dans les gisements aurifères de la Sierra Verde. Mais ils ne sont esclaves que de leurs propres expériences. Tous croient au coup de chance qui leur apportera soudain la richesse.
Sur la rivière Tapajos, une nouvelle expédition se prépare à explorer la contrée de l'or. Mais il n'y a cette fois ni galions ni soldats. Le commandant Cousteau souhaite bonne chance aux équipiers de la Calypso, ainsi qu'aux savants brésiliens qui les ont rejoints. Ensemble, ils vont voyager en utilisant une variété de moyens de transport qui leur permettront de faire face aux situations les plus imprévisibles. À bord de l'hélicoptère, Jean-Michel suit la petite caravane qui se déplace sur l'autoroute transamazonienne parallèlement à la rivière. En route vers le sud, par air, par terre ou sur l'eau, les explorateurs se dirigent vers les concessions de l'or au sud d'Itaituba. Attentif aux accidents de terrain, Hugo Lamprati conduit le camion Jacaré à contre-courant. Sur les rives du Tapajos, quelques abris provisoires commencent à apparaître. Et voici les silhouettes trapues des garimpeiros, les chercheurs d'or, qui se sont répartis le long de la rive. L'un d'eux, tout seul, plus méthodique que les autres, attire l'attention de Jean-Michel. C'est notre première rencontre avec Pasquale. Il ne fait pas partie des chercheurs qui possèdent de vastes concessions et un important matériel pour extraire l'or. Comme beaucoup d'autres modestes orpailleurs, ou garimpeiros, son seul équipement est la batte dans laquelle il lave et relave inlassablement le sable. Bien qu'il ait une femme et des enfants auxquels il est très attaché, il ne partage la vie de sa famille que pendant la saison des pluies, lorsqu'il n'est pas possible de prospecter. Pendant 3 à 6 mois de l'année, il mène une vie solitaire, n'ayant guère avec lui qu'un hamac, une batte et quelques ustensiles de cuisine. Ici, près d'un petit feu, Pasquale fait sécher les sédiments aurifères qu'il a récoltés dans la journée. Je l'observe avec Raymond Coll. Il recueille les précieuses paillettes dans une feuille de papier pliée. 11 grammes, soit environ $150. C'est le prix d'une prostituée dans les camps situés le long de la rivière. Nous lui proposons de le ramener chez lui. En moins d'1 minute, il a rassemblé ses affaires. Pendant les 3 heures du voyage qui sont nécessaires pour remonter la rivière, Pasquale reste comme un prisonnier dans sa solitude. Il semble étranger à ce monde où les enfants jouent et où les femmes ne lavent pas du sable, mais du linge. Itaituba a quelque chose d'inachevé. C'est un ensemble de magasins et de bars rudimentaires, rapidement construits, entourés de maisons bariolées et d'abris à peine recouverts d'un toit de feuilles ou de tôle. Partout, des panneaux proclament la raison d'être de la ville. Partout, les panneaux déclarent « Ici, on achète de l'or ». La plupart des 50 000 habitants de la ville y passeront probablement leur vie. Mais peu d'entre eux considèrent Itaituba comme autre chose qu'un lieu de passage. Pasquale nous amène chez le négociant avec lequel il fait régulièrement affaire. Il tire de sa poche le petit paquet qui contient ses paillettes d'or, le revenu de son labeur de 3 mois dans la forêt. Il surveille les poids qui vont équilibrer la balance. Du montant qu'il obtiendra dépendent la nourriture, les vêtements et les rares cadeaux qu'il apportera à sa famille. 27 onces. Pasquale accepte le prix, environ 3 millions de cruzeiros, soit 60 000 francs, pour toutes ces semaines, tous ces mois passés loin de chez lui.
Pour certains garimperos, l'absence est plus longue encore. Dans un orphelinat tenu par une église allemande, vivent près de 250 enfants, le rebut pathétique d'un monde à la dérive. Certains ont simplement été abandonnés par leur père ou même leur mère, qui ont poursuivi de leur côté leur destinée difficile ou qui sont morts dans des accidents de chantier. D'autres sont nés de prostituées, infortunés accidents du commerce de la chair. Notre équipe propose aux orphelins un match de football. Nous nous sentons plutôt en forme et nous avons tous joué au football. Mais notre confiance est vite ébranlée. Nous ne voyons pas le ballon. Le score final traduit l'ampleur de notre défaite, 11-0. Les bambins s'amusent du bon tour qu'ils nous ont joué. Les paillettes d'or sont pesées et vendues. Les liasses de billets de banque sont pour le garimpero le signe de sa victoire sur la solitude et les dangers de la forêt. La victoire des enfants sur l'abandon et sur la peur se paie, quant à elle, dans une monnaie différente. Ils apprennent à rire. À bord de son camion à 6 roues motrices, l'équipe Cousteau se dirige vers la région minière de Marupa, au sud d'Itaituba. Les corridors ménagés à grand-peine dans la forêt regorgent de pièges, car rapidement et implacablement, la jungle se referme. Les efforts de l'homme paraissent ici insignifiants, futiles. Bloqué par un amoncellement d'arbres récemment tombés, Jean-Michel et son équipe tentent de se frayer un passage. Les fourmis et les autres insectes poursuivent leur routine sans leur prêter la moindre attention. Il est plus rapide de prendre la voie des airs. Sur de minuscules pistes ouvertes dans la jungle, de petits avions de brousse se succèdent. Mais les risques sont grands. Ayant franchi un nouvel amoncellement d'arbres coupés et de taillis, Raymond Coll est étonné de découvrir un nouveau type de colon à Marupa. Ici, comme au temps des pionniers de la conquête de l'Ouest, en Amérique du Nord, la terre appartient à celui qui la défriche. En principe, le nouveau propriétaire mettra ses terres en culture et en obtiendra des récoltes. Mais dans la région de l'or, le déboisement n'a d'autre but que de créer un chantier d'extraction d'or. Le sol est fouillé à la lance. Des milliers de tonnes de terres aurifères sont pompées et se déversent sur des grilles calibrées qui éliminent le gravier. Le filtre se termine par une sorte de feutre où apparaît une lueur jaune. Un lambeau de forêt a été échangé contre une pincée de poussière d'or. Malgré des revenus parfois confortables, la vie au camp est triste. Les garimpeiros ont pour seule distraction la cachaça, un alcool de canne à sucre. Et bien entendu, les femmes qu'ils louent quelquefois à la semaine.
En fait, seul l'espoir les fait vivre. Travaillant sans cesse, ils rêvent tous du grand coup, de leur Eldorado personnel, la terre promise qui se cache dans la misère humaine. E foi logo dizendo, benzinho, vamos logo embarcar nesta canoinha que é a florzinha do Marupá. Adeus, 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 e não vai chorar, e não vai chorar. Vou pra Taituba com destino ao Marupá. À quelques 1600 km de là, près de Porto Velho, dans l'ouest du Brésil, l'hélicoptère de la Calypso s'approche d'un autre camp de chercheurs d'or. Une grande flotte de barges est établie sur la rivière Madeira. Les hommes tentent de pomper par aspiration les sables aurifères du fond de la rivière. L'équipe Cousteau débarque à Pirao, l'un des deux villages jumeaux situés sur la rivière. Jean-Michel, Raymond Coll et Arturo Calvo se mêlent à ce monde hétéroclite. Ils construisent à la hâte leur propre abri, avec des rondins de bois pour les murs et des feuilles de palmier pour le toit. Tout ici est éphémère. Quand les barges remontent ou descendent la rivière, les villages les suivent. Un flot incessant de nouveaux garimpeiros arrivent à pied, en avion, en camion, voire en taxi. Il y a là de jeunes couples avec des enfants, cherchant un endroit où ils pourront camper en sécurité. Des vétérans qui ont déjà vécu d'autres ruées vers l'or. De pauvres colons venus du sud stérile. Tous sont attirés par les récits de fortunes soudaines et fabuleuses. Ici, ils ne peuvent pas se permettre d'échouer. Les prix dans les cantines, les pharmacies, les magasins d'alimentation sont grossièrement gonflés. Chaque jour, des barges neuves vont se joindre à la flottille éparpillée sur la rivière. Grossièrement montés sur de simples flotteurs d'acier, ces bateaux rustiques sont cependant équipés de groupes électrogènes, de compresseurs d'air, de scaphandres, de suceuses et de séparateurs d'or. Chacune coûte environ 25 000 $, ce qui dépasse les moyens de la plupart des chercheurs d'or. L'équipe Cousteau découvre que certaines barges servent de magasins, d'ateliers ou même de maisons de passe. Mais la plupart d'entre elles sont simplement utilisées comme plateforme pour la récupération de l'or. À chacune est attaché un groupe de 2 ou 3 plongeurs qui se relaient au fond. Ils perçoivent du propriétaire jusqu'à la moitié de l'or qu'ils ont trouvé. Juste avant de les rejoindre, Raymond Coll et Arturo Calvo prennent connaissance des dangers qu'ils courent. La plupart des 1500 plongeurs, ou palombares, ne connaissent pratiquement rien des techniques de plongée, ni des règles de sécurité. Pendant 3 heures d'affilée, ils travaillent sans rien voir et aspirent à tâtons le sédiment du fond de la rivière avec le tuyau de leur suceuse. Nombreux sont ceux qui, remontant trop vite, sont frappés d'embolie et crachent le sang. Leur vie est suspendue à leur tuyau d'air. Leur narguilé est leur seul équipement de sécurité. Certains plongeurs ont été bloqués au fond de l'eau par des éboulements de terrain ou par des arbres entraînés dans un courant de 6 nœuds. Quand les barges se trouvent au-dessus d'un nouveau filon, une lutte mortelle, invisible à la surface, se déroule parfois sous les eaux. Il arrive que le tuyau d'air d'un plongeur soit coupé par le couteau d'un concurrent jaloux. Indifférent aux difficultés humaines, le travail sur les péniches ne s'arrête jamais. Heure après heure,
Jour après jour, des tonnes de sédiments aurifères sont lavés dans des battées mécaniques curieuses qui digèrent et rejettent le gravier et le sable de la rivière pour n'en retenir qu'un peu de métal précieux. En moyenne, par mois, un de ces chalands peut extraire plus de 5 kilos d'or et chaque plongeur gagne l'équivalent de 13 000 $. La surface de l'eau où se reflètent les rayons du soleil est un spectacle rassurant pour Raymond Coll qui remonte de sa plongée. Vétéran de nos missions sous-marines, Coll s'est souvent aventuré dans des eaux dangereuses. Pourtant, ici, il a eu peur. Peur pour tous ces plongeurs sans expérience qui travaillent dans le courant rapide et les eaux troubles du Rio Madeira. Un danger plus grand encore menace non seulement les plongeurs, mais tous ceux qui manipulent l'or ou vivent de la rivière. Comme souvent, ce péril passe inaperçu. Afin de séparer les grains de sable des paillettes d'or, le garimpeiro laisse tomber quelques gouttes de mercure dans la battée et remue ce mélange avec précaution. Parce qu'il s'amalgame facilement avec certains métaux, le mercure est utilisé depuis longtemps dans les opérations d'extraction de l'or. Il accapare rapidement et efficacement les fines particules jaunes cachées dans le récipient. L'excédent de mercure est tout simplement enlevé en pressant l'amalgame dans un mouchoir. Ayant déversé l'amalgame de mercure et d'or dans une battée, le garimpeiro s'apprête maintenant à prendre possession de son trésor. Il brûle le mélange avec un chalumeau. Inconscients de la toxicité des vapeurs de mercure, les spectateurs, les enfants qui jouent aux alentours et le garimpeiro lui-même s'empoisonnent littéralement. La rivière elle-même est sévèrement contaminée par les déchets de mercure. Estimant qu'au moins 30 tonnes de mercure ont été ainsi dispersées dans le Rio Madeira au cours des 4 dernières années, Jean-Michel décide d'approfondir la question. Les scientifiques, Jacques Constant et Denis Powers, s'apprêtent à étudier le niveau de pollution de la rivière. Jean-Michel se souvient de la tragédie de Minamata, ce port japonais où des centaines de personnes sont mortes empoisonnées ou sont restées infirmes après avoir mangé des poissons contaminés par des déchets de mercure. Il craint qu'une calamité semblable ne se prépare en silence dans les eaux du Madeira. En aval du village de barges et de chalands, le Madeira est coupé de rapides qui s'achèvent en grosses cascades. Cette barrière naturelle constitue un site favorable pour la pêche. Ici, des centaines de poissons-chats sont capturés chaque jour et apprêtés pour être vendus à Porto Velho ou dans les camps miniers à 40 km plus en amont. L'équipe scientifique recueille des échantillons d'eau et capture des poissons dans la rivière. Powers prélève aussi sur les habitants des ongles, des cheveux et du sang pour analyse ultérieure. Après avoir été minutieusement pesés, décrits, numérotés, enregistrés sur les carnets de Powers et de Constant, les poissons sont rapidement congelés et envoyés par avion à l'université Johns Hopkins et au laboratoire de Monaco pour une série d'analyses détaillées. Le premier examen effectué sur ces poissons révèle tout d'abord un nombre élevé de parasites.
Mais les analyses des échantillons mettront en évidence des taux de mercure plus de 2 fois plus élevés que la normale. Le mercure peut s'accumuler pendant plusieurs années dans les tissus vivants avant de provoquer des troubles, notamment nerveux. L'avertissement est très clair. Une menace redoutable pèse sur le Madeira. En attendant, les enfants continuent de laver dans l'eau polluée le poisson contaminé qu'eux-mêmes et leurs familles mangeront. À l'aube, le bassin de l'Amazone est couvert de brouillard que la fraîcheur de la nuit déploie sur d'immenses étendues de forêt tropicale. Chauffée par le soleil, la brume se dissipe lentement, révélant un spectacle fugitif, étrange. Nulle part plus étrange qu'à Sierra Pelada. Jean-Michel se souvient. On aurait tendance à croire que ces silhouettes de fourmis ne sont que des fantômes, qu'elles appartiennent à un monde irréel, qui, comme les nuages, vont disparaître. Je me tiens sur le flanc de ce qui reste d'une petite montagne. Il n'y a plus qu'une falaise et une vaste excavation qui me semble appartenir à un autre lieu, à un autre temps. Tandis que la poussière s'élève dans l'air chaud du matin, j'assiste à ce qui pourrait être la construction des pyramides, ou la punition des damnés dans l'enfer de Dante, ou peut-être encore le tournage d'un film d'épopée biblique par Cécile B. DeMille. Pourtant, ces silhouettes ne sont pas nées d'un rêve. Les 45 000 hommes qui travaillent dans cette mine et escaladent ces échelles sont bien réels. Les éboulements de terrain sont vrais. Ouverte il y a 4 ans, la mine de Serra Pelada a déclenché une ruée vers l'or au sud-est de l'Amazonie. Avec leurs pioches, les hommes avides de richesse fouillent les 6 mètres carrés de leur concession. Ils creusent avec précaution, couche par couche. Ici, l'espoir a la couleur de la terre. C'est à la couleur qu'on décide si un sac de terre est riche en or ou non, s'il sera traité ou rejeté. Ici, le bonheur se mesure au nombre de coups de pelle. Heure après heure, du lever au coucher du soleil, un mouvement ininterrompu de va-et-vient anime les parois de la grande fosse. Chargés de sacs de 20 kilos, la plupart du temps maintenus par une simple sangle autour du front, les porteurs gravissent mécaniquement l'échelle, attentifs à leur équilibre. Pendant l'ascension, ils font souvent preuve de solidarité avec ceux qui flanchent. Sans même regarder, le porteur fatigué n'a qu'à tendre la main. Quelqu'un la saisira. Pourtant, ces échelles, ils les surnomment « Adios Mama », « Adieu maman », car il n'y a pas toujours quelqu'un pour leur venir en aide. Parfois, l'échelle bascule, ou bien un porteur qui tombe entraîne dans sa chute d'autres grimpeurs. En haut de la fosse, les portefaix chargés de leurs sacs se disposent en une colonne centrale qu'encadrent les ouvriers qui repartent après s'être débarrassés de leur chargement. La brume fraîche a déjà disparu, même l'air devient un lourd fardeau. Par une chaleur de près de 40 degrés, le piétinement de milliers d'hommes fait naître un nouveau nuage, étouffant, constitué de fines particules de poussière rouge. De nombreux porteurs mettent des masques pour mieux respirer. Chaque porteur accomplit 40 à 60 allers et retours par jour. Leurs voyages sont enregistrés par des contrôleurs tant à la mine qu'à la décharge. Le porteur vide son sac à l'endroit indiqué, puis il retourne rapidement à la fosse. À 3 francs le sac, chaque voyage compte.
Chaque homme transporte plus d'1 tonne par jour. Au total, plus de 30 000 tonnes de terre sont déplacées quotidiennement à dos d'homme. Une montagne renaît non loin du trou qu'elle occupait auparavant. Au fond de la mine, la nuit tombe plutôt qu'en surface. Mais souvent, les équipes continuent de travailler et fouillent le soir avec davantage de fébrilité encore. Car ici, dans la boue, à quelques 100 mètres au-dessous du niveau auquel ils ont commencé de creuser, les propriétaires de concessions et leurs associés trouvent les veines les plus riches en or. Pour les concessionnaires, des semaines, des mois peuvent se passer sans le moindre gain, alors que les dépenses s'accumulent. Chaque concession compte un nombre variable de partenaires, parfois une vingtaine. Plus il y en a, moins ils prennent de risques. Il y a ceux qui pèlent, ceux qui portent et ceux qui contrôlent. L'expérience de ces derniers leur permet de dire rapidement si un sac de terre doit être ou non sélectionné pour l'extraction de l'or. Les porteurs ne partagent habituellement ni les pertes ni les bénéfices. Mais en raison des efforts qu'ils doivent déployer pour porter leur fardeau dans la boue du fond de la mine, ils obtiennent souvent une prime de 80 centimes par sac. Les sacs de terre riches en minerais sont souvent stockés dans un entrepôt gardé par des membres de l'équipe jusqu'à ce que le minerai soit traité. Terre d'anarchie au début, Sierra Pelada fait maintenant sa propre police. La violence et les vols y sont rares. Les armes, l'alcool et les femmes y sont interdits d'un commun accord. Toute infraction aux règles est immédiatement sanctionnée par le bannissement. Les contrevenants grimpent dans le premier bus qui quitte le camp. Mais comme ce porteur qui exhibe sa dent en or, la plupart des hommes sont trop fatigués pour se quereller. Ils ne s'arrêtent que quelques minutes pour avaler un morceau de galette de maïs que leur fournit leur employeur 6 fois par jour. Pour certains, hélas, le repos devient définitif. Ils sont victimes des éboulements de terrain ou d'autres accidents. Ceux-ci, depuis le début de la ruée vers l'or à Sierra Pelada, ont fait de nombreux blessés graves et tué 42 hommes. Gardant toujours un œil sur les parois instables, les travailleurs provoquent eux-mêmes des éboulements plutôt que de laisser s'écrouler sans préavis des murailles de boue. Les porteurs sont payés chaque jour. Ils perçoivent en moyenne l'équivalent de 160 francs. Mais l'inflation galope et ce salaire leur suffit à peine pour assurer leur vie quotidienne au camp. Les garimperos indépendants font la queue pour délivrer l'or qu'ils ont extrait de petites concessions situées en dehors de la mine principale. Bien souvent, ils ne gagnent guère plus que les porteurs. Attendant patiemment que leur minerai soit fondu, ils se racontent des histoires de bonne ou mauvaise fortune. Ou bien ils restent en retrait, pensifs, et contemplent des paysages intérieurs que seuls peuvent voir.
Enfin, ils reçoivent avec une satisfaction mitigée, souvent avec beaucoup de déception, le fruit de leurs efforts. C'est mieux que rien, mais c'est toujours moins que ce qu'ils escomptaient. Une fine gaufre d'or. Vaste plaie béante creusée par l'homme, Sierra Pelada n'en est pas moins un des lotissements les plus riches du monde. Tout autour du gisement s'écoule un flot incessant de sable et de gravier aurifères qui a déjà produit plus de 26 tonnes d'or, d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. La légende parle de fabuleuses pépites, de chercheurs devenus millionnaires du jour au lendemain, et même d'un cuisinier qui, en quelques semaines, gagna 20 000 dollars en récupérant avec un balai la poussière d'or qui s'était déposée sur le parquet de son café. Bien peu de garimpeiros ont eu la chance de Joaquim Barrera Bonfim Sorinho, plus connu sous le nom de Kinko. Copropriétaire de plusieurs mini-concessions, Kinko dut travailler pendant des mois sans aucun résultat avant d'atteindre la poussière dorée. Au cours des 2 dernières années, ces concessions ont produit plus de 300 kilos d'or, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Lorsque l'or brut est sec, Kinko, par la voix de son interprète Silvio, explique à Jean-Michel le processus de raffinement. Il le lave, dit Silvio, puis l'apporte ici pour le faire sécher. Combien de temps ce travail représente-t-il, demande Jean-Michel. Une semaine de travail. Combien d'hommes? 45 personnes. Pour une semaine, dit Silvio. Kinko devient maintenant son propre porteur. Accompagné par Jean-Michel, il convoie ses récipients d'or à l'entrepôt gouvernemental. Ici, le long processus qui commença au fond de la mine, puis dans les tuyaux, se poursuit. Déjà lavé et séché, l'or est maintenant déversé avec précaution sur une feuille de plastique. Puis, avec un aimant, un ouvrier du gouvernement en retire les poussières métalliques autres que d'or. C'est une étape supplémentaire dans la séparation de l'or et des déchets qui l'environnent. Le précieux métal est alors transvasé dans un baquet en pierre contenant un produit résineux. L'or restera au fond et les dernières impuretés remonteront à la surface, entraînées par la résine. Le baquet est maintenant placé dans le four. Durant les 3 quarts d'heure nécessaires à la fonte de l'or, Kinko et ses associés évoquent déjà de nouveaux chantiers, de nouveaux coups. Versé dans un moule, le métal fondu encore incandescent brille de tous ses feux. Le voilà, le but de tant de souffrances et d'efforts, le saint Graal du conquistador et du garimpeiro. Dès qu'elle a commencé à refroidir, la résine dans laquelle se sont prises les ultimes impuretés est minutieusement séparée du lingot. Pour en retirer les dernières traces, le lingot brûlant est à présent plongé dans des baquets d'acide.
Rincé à l'eau froide, le bloc d'or prend désormais tout son éclat. En silence, Kinko regarde les lingots qu'on place sur les bras de la balance. Là sera évalué son capital de chance. Le verdict du pesage ne distingue pas le chercheur d'or intelligent de l'idiot. Lui et ses associés se sont simplement trouvés au bon endroit, au bon moment. De nouveau, le comptable vérifie le prix qu'il paie. Après déduction de 25% de taxes gouvernementales, les gains de Kinko s'élèvent à près de 158 millions de cruzeros, soit environ 190 000 $. Semant quelques cruzeros derrière lui, un officier gouvernemental extrait de la chambre forte d'énormes liasses de billets de banque. Le plus gros billet du Brésil étant celui de 5000 cruzeros, le paiement n'est pas très commode. Transformé en papier et pratiquement aussi lourd que l'or vendu, les revenus de la semaine sont rangés dans un grand sac de plastique. Kinko ferme le sac et s'en va. Pour la première fois, il esquisse un sourire. Sans armes ni escorte, Kinko transporte une fortune dans la rue. Il ne redoute pas d'être agressé. Il n'a fallu que quelques mois aux mineurs de Sierra Pelada pour comprendre qu'en assurant la sécurité des autres, ils se protégeaient eux-mêmes. Visiblement porteur de bonnes nouvelles, Kinko reçoit un accueil chaleureux auprès de ses associés. En chemise propre et chapeau blanc, ses principaux partenaires attendent dignement que l'argent soit retiré des cartons et étalé par terre sur un morceau de toile. Devant tout le monde, chaque membre de l'équipe, associé, contrôleur et mineur, touche sa part. Ils n'ont guère de secrets les uns pour les autres. Ils partagent les risques, ils partagent les bénéfices selon leurs tâches et leur mise au départ. Já passou dois lá. Dá um aqui. Esse aqui, ó. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. 50, 60, 70, 80, né? É. 81 e 100. Un de leurs partenaires a même créé une légende maintenant connue de tout le pays. Ancien fermier, Vicente Lopes raconte l'histoire à Jean-Michel. Tout commença, dit-il, par un rêve dans lequel il vit sa fille couverte d'excréments. Tandis qu'il essayait de lui venir en aide, il se rendit compte que c'était de l'or. Le lendemain matin, sûr d'avoir fait un songe prémonitoire, il s'habilla de blanc. Ignorant les railleries des garimperos, il descendit tout au fond de la mine. Sur sa concession, il écarta les hommes qui creusaient, s'agenouilla et plongea les bras dans la boue. Immédiatement, ses mains trouvèrent ce qu'il cherchait. Il extirpa doucement du sédiment 35 kilos d'or, valant un demi-million de dollars. C'était la plus grosse pépite jamais trouvée au Brésil. Aujourd'hui, la pépite a changé de cadre. Elle se trouve dans la chambre forte des trésors nationaux, étroitement surveillée à Brasilia. C'est là que Jean-Michel vient admirer à son tour la précieuse trouvaille, classée monument national.
ela foi encontrada numa região que tinha uma mina de água sulfurosa. Então ela encolheu. Por isso que esse material é preservado. Encore maculée de terre, comme lorsqu'elle fut découverte, elle n'est pas d'une grande beauté. Mais elle est impressionnante. Près de 35 kilos d'or. Depuis qu'elle fut exhumée, une pépite encore plus grosse, valant $1 million, a été trouvée. Ah, une petite, hein? Sont menores. Plus éclatante, cette petite pièce ressemble étrangement à un profil humain. Mais c'est la pépite historique de Lopez qui est entrée dans la légende. C'est elle qui constitue à présent le symbole de la chance et l'espoir des richesses. À Sierra Pelada, les hommes semblent exécuter une étrange danse rituelle. Chaque pas dans la fosse les rapproche peut-être de la fortune. Jean-Michel décide de se joindre un moment à leur voyage. Mais ses habits sont trop propres. Il déchaîne les railleries des mineurs qui le regardent depuis leur petite terrasse en forme de cube. Il refait pas après pas le chemin de Lopez jusqu'au fond de la mine, jusqu'à l'endroit précis où l'énorme pépite fut découverte. Se torna muito difícil porque para nós pegarmos ouro aqui demoramos 2 anos. Nesse barranco que nós estamos em cima aqui, nós já descemos mais de 100 mètres. Là, Silvio lui traduit les mots d'encouragement qu'adresse Kinko aux autres chercheurs d'or. Il dit que c'est un travail très dur, que c'est pénible et qu'il leur a fallu 2 ans pour trouver de l'or ici. Qu'ils ont dû creuser à 100 mètres de profondeur pour trouver leur filon. S'il avait un message à transmettre, ce serait le suivant. Ayez confiance dans ce que vous faites. Ne vous arrêtez pas. Finalement, cela en vaut la peine. D'un autre garimpero, Jean-Michel reçoit des confidences plus pessimistes. Ovidio Cardoso de Alencar travaille sur son lopin de terre depuis 2 ans sans aucun résultat. Il a vendu sa maison, sa voiture, hypothéqué son avenir. Il ne possède même plus qu'une petite part de sa propre concession. C'est, à tout point de vue, un perdant. Et pourtant, il reste philosophe. Dans la quête de l'or comme dans le jeu, dit-il, il faut savoir gagner ou perdre avec classe. Ele saiba perder com classe, certo? Perca como eu, com classe. O pessoal trabalha quantas horas por dia? 8 horas. Todo mundo sai com um pouquinho de dinheiro. Silvio traduit. Il dit que la mine sera fermée en novembre, mais que si toute son équipe continue de travailler durement, ils trouveront de l'or. Chacun aura sa part. Il connaît des hommes qui sont venus ici et qui ont travaillé pendant 1 ou 2 ans sans succès, puis qui ont abandonné. Le garimpero qui les a remplacés trouva de l'or 2 jours plus tard. Alors, allez-y, continuez. Continuez. Aujourd'hui, les hommes de Serra Pelada poursuivent un voyage qui a commencé bien avant les conquistadors. Depuis des siècles, l'homme est victime d'un paradoxe. Il cherche l'or qui le libérera, et pourtant il reste son prisonnier. À travers l'histoire, il a dressé des autels et des totems pour gagner la faveur des dieux. L'un de ses symboles les plus importants fut le métal jaune étincelant qui promettait la puissance et les apparats du succès. Aujourd'hui, il reste un symbole dont le prix peut être lu chaque jour dans les journaux. Souvent, le prix n'est pas plus élevé que la valeur donnée par l'homme à la plus précieuse des marchandises, lui-même. Quand arrivent les pluies, la mine de Sierra Pelada est abandonnée. En s'y arrêtant avec Jacare au cours d'une 2e visite, Raymond Cole n'y trouve plus qu'un désert. Sous
le ciel sombre, les terrasses sont plongées dans le silence. Les plus basses sont englouties dans un lac boueux formé par les pluies. Les voyageurs du futur les prendraient peut-être pour des ruines inexplicables. Mais cette pyramide à l'envers n'est pas dédiée à quelque roi divin. Elle n'est qu'un monument éphémère, témoignant de l'inépuisable énergie des hommes ordinaires. Dans les vestiges de la forêt saccagée, les cabanes éparses sont tristes et vides. Seuls quelques garimperos, trop pauvres pour partir, essaient encore de gratter un peu d'or des flancs de la colline. Pour eux, la vie est ingrate, privée de la plupart des ressources de la civilisation. Là où des centaines de millions de dollars ont été exhumés du sol aurifère, il ne reste que des latrines publiques crasseuses et la malaria sans soins médicaux. Le fol espoir est retombé. Le flot d'énergie qui a animé une fourmilière humaine s'est tari. Il reste la solitude. Les achats hebdomadaires à l'épicerie s'effectuent même sans un mot.